Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio distancé, j'ai avec moi André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Bonjour tout le monde! Grégory Blanc, président de Moteur Aéro. Oui. OK. Et Olivier, le pilote désigné. Oui, bonjour. On est sorti de la Laconie, excellent. On va y revenir éventuellement. Beau ça dépend un pays, peu de ton- beau pays, ça, la Laconie. Oui, d'ailleurs, en Laconie, tout le monde se couche en 9h le soir. Hein? Je savais pas. Ben oui, c'est un pays laconique. Hein? OK. Fine. All J'ai right. surtout entendu dire que tout ce qui était hôtel, tout ça, c'était plutôt spartiate comme. Pas de All right. définition de spartiate. Continuons, messieurs, continuons. OK. Ouais, c'est ça. Premièrement, chers auditeurs, n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, d'aimer la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand on a des nouveaux vidéos et ou de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et puis, faites-nous vos commentaires, envoyez-nous vos impressions, dites-nous ce que vous aimeriez qu'on couvre comme sujet. Votre opinion nous intéresse énormément. Quand les gens ne nous écrivent pas de commentaires, on insécurise, on se dit qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Même quand vous êtes fâché, c'est plus sécurisant que quand vous dites rien. Bon, maintenez votre bon langage, s'il vous plaît. C'est sûr. Vous avez le droit commentez. d'être fâché, mais il y a des façons de l'exprimer. Oui. All right. On commence ça, André, avec les C'est toi. progrès. Il n'y avait pas une mise au point à faire, lui? Ah, je vais en faire non, après on va y revenir. avec mes brèves. Avec tes brèves? OK. Après. Ah, c'est bon, Ah, excusez-moi. Je voulais pas te voler ta place. Les progrès de l'ARJ 21, André. Ah oui, Comac a livré 3 ARJ 21 simultanés aux 3 plus gros transporteurs aériens chinois. Donc, ils ont fait un gros party et puis tout ça. Donc, ils sont rendus maintenant à 30 appareils livrés. OK? OK. Donc, Comac continue de faire des ravages. Ben, on peut pas Des parler progrès. Des progrès. Dans le cas de la Bravo, RJ21, Olivier. parler de ravages, je trouve ça quelque peu excessif. Ben, en fait, non, mais on s'entend, là, ravage dans le sens de industriellement parlant. Là. Oui, oui. Alors, il continue de progresser. Félicitations, Comac, pour vos beaux progrès. Ça avance bien. L'ARJ 21, il faut se souvenir qu'en termes de poids, c'est un char d'assaut volant. Ouais. Il y a peu d'avenir commercial en dehors de la Chine, mais c'est quand même un bon progrès pour Comac. La RJ21, c'est pas ça qui ressemble à un DC9? C'est un DC9 avec des winglets et des CF34. Oui, en fait, je pense qu'ils ont acheté les blueprints du MD80. Là. Puis ils l'ont amélioré. L'aile est flambant neuve, le nouveau design. C'est Antonov qui a fait l'aile. Puis il y a des CFM en arrière. Fait que ça fait bizarre comme DC9, tu sais, comme arrière. C'est un peu un Frankenplane. Oui, on peut dire un petit peu. Là, Ouais. on a visiblement testé beaucoup de technologies, comme on n'arrête pas de le dire pratiquement à chaque semaine. Comme on dit, un parts bin spécial. Oui, c'est ça. Excellent. Pascal a des nouveaux sables, André. Oui, Pascal a reçu son premier Saab 340. Ils ne pourront pas le mettre en service avant le mois de septembre parce que la façon dont ça fonctionne au Canada, quand tu veux devenir opérateur 705, donc de ligne aérienne, parce que le Saab 340 prend plus que 19 passagers, c'est 33 en fait, donc tu tombes catégorie ligne aérienne. Il faut changer le certificat d'exploitation. Ouais. Mais il faut que tu ailles l'appareil pour pouvoir compléter ta demande d'opérateur de ligne aérienne, ton certificat 705. Il faut que tu ailles au moins un appareil en main pour que les gens de Plus Transport Canada puissent venir, que tes pilotes puissent faire l'entraînement dessus, tes mécaniciens, etc., etc., etc. Donc, mois de septembre, qui est visé pour le premier mise en service du premier appareil. Avant la COVID-19, cet appareil-là devait arriver mars, avril, mais là, distanciation sociale aux États-Unis, ralentissement dans la peinture, la mise à jour de l'avion, puis tout ça. Et Et moins de besoins sur les routes aussi, j'imagine? Ouais, mais eux, c'était prévu depuis longtemps là, qu'ils faisaient l'acquisition de celui-là. Et en fait, ils vont remplacer les 6 Jetstream 32, ça va devenir des Saab 340B. Oui. Puis il y en a 3 qui s'en viennent éventuellement. Il va y en avoir 3. Il y en a 3 qui c'est canné, c'est juste une question de faire les transferts. OK. Et non, les gens chez Pascal sont très contents de ça. Et moi, je pense on va en reparler plus tard, mais je pense que le timing est bon pour rentrer des 340 en service. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont devoir engager des agents de bord à ce moment-là? Oui, il y a un agent, obligatoirement, à plus que 19 passagers, tu as un agent de bord. De 19 à 50 passagers, c'est un agent de bord. Quand les mesures sanitaires le permettront, l'agent de bord va faire le service à bord des avions, comme on le voit là, dans les autres lignes. Donc, les gens vont pouvoir avoir des breuvages. Et grosse amélioration pour les gens les habitués de Pascal, il y a une toilette à bord de l'avion.
Donc, c'est bon, ça va faire plus de jobs. Et voilà. OK. Exactement. Non, mais tu sais, quand tu À parles... cause de la toilette ou... Non, mais s'ils engagent des agents de bar, donc Ok, ils augmentent ok. leur nombre d'employés, c'est une bonne nouvelle D'accord. de ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Exact. Non, mais je voulais être sûr. Ben, Le timing de ta question était très approprié. Fin du 747. Subtil. Ouais, La Queen, ça. en fait, c'est même pas Boeing qui l'a annoncé, c'est Reuters qui a sorti ça la semaine dernière. Le Queen of the Sky, le roi du ciel en français, n'est plus. Fin de production dans 2 ans, quand le dernier avion cargo va être livré. C'était prévisible, parce que de toute façon, Boeing n'avait pas réussi à vendre de version Ouais, passager. ça commençait à être Ça problématique. commence à être difficile, ça commence à être problématique. C'est quand même l'avion qui a démocratisé le transport aérien. Ça a été le premier gros transporteur où tu pouvais avoir des billets en classe économique abordables, on s'entend à l'époque, là. Ouais. Ça a changé le visage de l'aviation, cet avion-là. Et le premier grand succès commercial, si je ne m'abuse. Ben, Oui et non. Non? faut pas oublier qu'ils n'ont pas 1500 avions de vendus. Au terme de nombre d'avions livrés, Ah ouais, hein? c'est pas. Ok. Si on compare ça au 737 ou même au Ouais. 777, les cadences de production n'ont jamais été similaires aux autres. Mais étant donné la taille de l'avion, ça a été quand même l'avion au cœur. À la fin des années 70, là, une compagnie aérienne qui n'avait pas de 747, là, hey, c'était un joueur mineur. c'est là. le premier succès populaire de l'aviation Populaire. commerciale à réaction. Oui, populaire, je bon. dirais. Ben, Top dans une catégorie grosse comme ça. parce Mais que je les comprends gens, ce que tu veux dire. on leur dit avion de ligne, puis l'image qu'on probablement en tête, c'est un Exactement. 747. Tout à fait. Bon, on C'est que parlait ça a des, permis d'amener des aux appareils gens... qui définissent des catégories la Le semaine passée avec le 747, c'en est un. Cessna, dans ce cas-là. Exactement. Mhm. Fait que ça a démocratisé dans le sens où les gens normaux qui aimaient l'aviation, oui mais non, là, l'image qui s'en faisait, c'était le 747. Oui, parce que pour ceux qui s'en rappellent, c'est-à-dire ils sont pas nombreux dans cette pièce, au début, à l'entrée en service du 747, au début des années 70, tout le monde en parlait. D'accord. Ça faisait les nouvelles. Parlant de nouvelles, on poursuit avec nos brèves. Olivier, Oui, qu'est-ce qui se passe? fausse bonne nouvelle chez Embraer. T'es semi-fâché. Ben, je sais pas, je t'ai mis fâché. Je trouve ça un peu. En plus, c'est plus un enfin qu'un Ouais. fâché. Le Praetor 500, qui est le petit frère du Praetor 600, le premier qui a été converti d'un Legacy 450, je vais tout démêler ça, est sorti des ateliers. Donc, il y a André pour me corriger, c'est une dizaine d'années qui sont arrivés avec le Legacy 450 Oui. et 500 Ouais. pour concurrencer le Challenger 300 de Bombardier. Oui. Et c'est un avion qui devait révolutionner la catégorie ce qu'on appelle les super moyens, les super mid-size. Et cet avion-là, visiblement, c'est pas très bien vendu, malgré le fait qu'il y avait un prix. Il était comme 7 millions moins cher qu'un Challenger 300. Donc, malgré le faible prix, l'avion s'est pas vendu. Donc, il y a des raisons économiques pour ça. Mais il y a 2 ans, Embraer est arrivé et a sorti en grande pompe un nouveau modèle. Ils ont pris le Legacy, ils l'ont changé de nom, ils l'ont appelé le Praetor 500 pour remplacer le 450 et le Praetor 600 pour remplacer le Legacy 500. Donc, ils ont donné plus d'autonomie à ces 2 avions-là. Le Legacy, le Praetor 500 a autant d'autonomie que le Legacy 500. Et le Praetor 600 a 3000 livres de carburant de plus que le Legacy 500, donc peut voler plus loin. Ces mélangeants, là, ils se sont peinturés dans un coin eux-mêmes, là, ils ont fait ça comme des grands. Et puis, ce que ça nous indique, c'est que quand ils ont sorti le Legacy 450 et 500, l'avion était pas utilisait pas le plein potentiel de son design à l'époque. Mm-hmm. C'est un avion qui pouvait en faire beaucoup plus. Ouais. Donc, ils étaient restés comme un peu sur leur... Fait qu'ils auraient été en avance s'ils avaient sorti tout ce qu'ils Ah, pouvaient au départ. Il n'y a aucune raison pour laquelle le Praetor 500, les 2 modèles, le 500 et le 600, n'auraient pas pu être faits il y a 5-6 ans. Donc, Aucune raison. on s'est clairement dépêché à sortir des Et- modèles. là, puis, Et je vais renchérir sur ce que dit Olivier. Quand Embraer a lancé la production du Legacy 450, Ouais. Embraer est arrivé en disant ah oui, mais vous savez, pour ce qui est de les cadences de production, on va accélérer lentement, on veut prendre notre temps. De la bouillie pour les chats. Il veut prendre son temps. T'avais pas assez de commandes pour accélérer, mais les gens applaudissaient. Quand Embraer parle, tout le monde applaudit. Wow, quelle belle stratégie. Le centre de finition est en Floride. Hein? Oui. Oui. À À Melbourne. Melbourne. Ouais. Ben, en fait, c'est plus qu'un centre de finition. Il y a une usine, ils assemblent des avions à Melbourne. Comme Ok.
leurs petits avions, le Phenom 100, 300 sont faits en Floride. Le Legacy aussi devait être assemblé. Il devait y avoir 2 lignes d'assemblage pour le Legacy. Une au Brésil et une en Floride. Pour le marché Si américain. les gens avaient aimé l'avion. Et voilà, mais ça n'a jamais. L'idée, c'est de se rapprocher du marché américain. Puis en fait, c'est le Phenom 100 qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis que tout le reste. Il y a beaucoup d'opérateurs, de gens Ils qui sont ont les toujours un moyens peu de s'en dans le payer. champ sur leur stratégie, Embraer. Ouais. Ouais. Beaucoup. OK. On continue. Je veux juste en finissant que si jamais vous avez un Legacy 450 et vous voulez le transformer en prêteur 500, ça va vous en coûter 500 000. 500 000 $. OK. All right. Ce qui est pas, quand même pas beaucoup. Ben non, Quand on y vraiment pense. pas, là. C'est un peu weird. Ouais, 500 000 $ dans l'aviation pour une mode, là, c'est. Ça veut dire que tout était déjà là. Ça veut dire qu'il y a Ouais. pas Exactement, c'est ça qu'on vous dit. L'avion, comme il était destiné, il pouvait faire beaucoup plus de ce qu'il faisait. Et puis, le plus drôle dans tout ça, c'est que quand le Predator 500, 600 ont été prêts à temps, c'est-à-dire dans les délais prévus, là, tout le monde, regarde s'ils sont bons, ils ont réussi dans les délais. T'as modifié. Finalement, on t'a livré une maison, pas de mur, pas de plancher, mais attends, puis tout le monde est content. Pas de mur, pas de plancher, mais les trous sont déjà faits. Non, mais je veux dire, Il y a, la des, modification. il y a des affaires pointillées, ces murs, la fenêtre va là. Ouais. Même la modification, moi, ce que je te dis, c'est qu'au moment où il a annoncé que la modification était complétée, certifiée, ça avait pris 1 an, tout le monde a applaudi, comme de quoi Embraer était dans les temps. Ben oui, t'as modifié la programmation, c'est un crime. Ouais. Ben, tu dis ça comme si c'était facile. Chez Boeing, ça a vraiment pas l'air évident actuellement. Mais, passons. Partez-moi pas là-dessus. Continuons. Oui, exactement. Écrasement fatal d'un F-16. Oui, F-16 CM, qui est la version modernisée du F-16 CJ, dont on a parlé quand on a parlé de l'AGM 88, il y a quelques épisodes. Donc, le 30 juin 2020, à Shaw, la base aérienne de Shaw en Caroline du Sud. Pas Shaw, C-H-A-T, mais C-H-S-H-A-W. Malheureusement pour Shaw. toi. Oui. Donc, là-bas, il y a 3 escades de F-16 CM, des blocs 50. C'est une mission d'entraînement de routine. Le pilote s'est écrasé malheureusement à l'atterrissage sur la base. Le pilote est décédé. Donc, c'est ce qui est triste dans cette histoire-là. Et en fait, ça, c'est le dernier incident dans une tendance dans l'armée de l'air américaine. Dans les dernières 6 semaines, on a eu un écrasement de F-15C, dont on a parlé ici. Un F-35A en Floride, un F-22 en Floride. Il y a eu un accident d'un C-130. Et sur la base de Hill, dans l'Utah, un F-35 en atterrissant, le train d'atterrissage s'est affaissé. Est-ce qu'on voit une tendance? C'est peut-être une tendance qu'à l'époque, il y a 2 ans, le corps des Marines, quand il y a eu la séquestration, les opérations de drone ont été grandement diminuées au niveau du corps des Marines. Donc, la séquestration, moins budget pour voler, plus des avions qui volent moins souvent parce qu'ils étaient en attente de pièces pour la disponibilité. Ils ont eu une augmentation fulgurante de leur nombre d'accidents dans le corps des Marines. Donc, est-ce que c'est ça qui se passe avec la force aérienne américaine, avec la US Air Force? On n'est pas en lockdown. Pas en lockdown, mais en... Ben, ils ont modifié leurs opérations quand même, les militaires. Ils sont plus comme tous dans le même... Ils sont plus bras dessous. Là. Ils font la distanciation sociale comme ils peuvent sur les bases. Okay. Donc, il y a peut-être eu un impact à ce niveau-là. OK. All right. OK. Malheureux. Ouais. Restauration de Columbine 2. Oui, Columbine 2. Ceux qui aiment les vieux avions, c'est un projet qui est assez incroyable qui se passe maintenant chez Dynamic Aviation. C'est à Bridgewater, au Connecticut. Oui. Donc, la compagnie Dynamic Aviation, juste pour vous situer, c'est une compagnie que eux, ils sont, c'est la division écureuil secret de l'armée américaine. Donc, Secret Squirrel. Ils ont tous les King Air modifiés et les Dash 8 modifiés que l'armée américaine utilise à contrat. Donc, oui, les militaires américains ils ont des King Air, des plateformes spéciales avec des différents systèmes, mais eux, Dynamic, ils ont plein d'avions avec des systèmes particuliers. Donc, pour un besoin ponctuel, ils vont faire appel à Dynamic. L'avion va s'aller dans le carré de sable. Moyen-Orient, ils vont faire sa mission, ils vont revenir. Okay. Volés par des pilotes d'armée américaine. Bon. Tout ça pour dire que en 2015, le propriétaire de la compagnie, monsieur Karl Stoltzfus. Oui, lui. Bravo. Oui, il y a beaucoup de consonnes. Il y a 2 voyelles dans son nom. Okay. Donc, en 2015, il a acheté l'avion qui était à Marana, en Arizona. Il l'a préparé pour le convoyage. L'avion a décollé en 2016. Donc, c'est l'avion présidentiel de Eisenhower, Columbine, qui est une fleur. OK. Et puis, de 53 à 54 est utilisé par le président Eisenhower. C'est le premier avion qui a eu l'indicatif d'appel Air Force One. Okay. Quel type d'avion c'est? C'est un Constellation. J'aurais dû mentionner, mais c'est un C-121A, un Constellation. Ah, les constellations. Donc, mon ami Fred, on le salue, il va être très content d'entendre parler de ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'avion,
en ce moment, il est dans un hangar chez Dynamic et l'avion est entouré de rideaux opaques pour que les gens qui travaillent sur l'avion ne voient pas ce qui se passe sur les avions qui sont après modifiés à l'extérieur de l'enceinte. OK. Parce que les systèmes qui sont certaines sensibilités, ils ont acheté 3 autres constellations qui étaient en train de pourrir pour les pièces. OK. Donc, Ils vont le remettre en état de vol. oh oui, ça? l'avion. 4 dans un, wow. Oui, donc il va y avoir des liens dans les notes. Là. L'avion, c'est un travail qui est fantastique. Ce qui se fait dessus. On va aussi avoir 3 vidéos. On va avoir une vidéo de quand ils ont décollé d'Arizona, une vidéo en vol vue d'un B-25 et une vidéo de l'atterrissage. Vous vous souvenez, vous êtes peut-être au courant que Lufthansa avait acheté des Starliner et Lockheed, c'est quoi, c'est des 1049? Des Starliner? Je vais me faire crucifier par Fred, mais c'est pas grave. Ouais, je vais régler Il ça. nous corrigera. Je vais corriger ça avec la bière. Mais donc Lufthansa avait acheté ces avions-là, ils avaient déplacé dans le Maine et ils étaient en train de remonter un des Starliner avec un cockpit ultra moderne pour transporter des passagers. Et là, ils ont mis la hache dans le projet. En même temps qu'ils ont cloué au sol leur Junker 52 en Allemagne. Ouais. Donc, on va avoir un lien vers ça aussi dans les notes. Mais c'était pour avoir une espèce de segment legacy historique, là? Oh, ouais? Ah, mais le Junker qui est grandé, c'est pas suite à celui qui s'était craché en Suisse? Non, c'est juste Lufthansa qui a dit ça coûte cher, on va juste le grander. OK. Non, ça n'a rien à voir, là. Intéressant, OK. Mais donc, le Columbine 2, c'est, vous allez voir, si vous aimez les restaurations des vieux avions, là, ils font vraiment un travail incroyable. Moi, c'est Kiki qui m'impressionne. Non, Fifi, excuse-moi. Riri, Kiki, Fifi. Le B-29, oui. C'est Fifi, ouais, excusez-moi, Fifi. Doc est impressionnant aussi. Ouais, c'est vrai. Parlant de restauration, c'est malade, c'est vraiment malade. Cet avion-là, le B-29, là, il y a un culte autour de l'avion. Là. Il y en a 2 qui volent maintenant, les B-29. Comment? Il y en a 2 qui volent. Ouais. Il y a Fifi, il y a Doc. On va avoir des liens aussi. Mais pendant longtemps, il y avait juste Fifi. Là, puis c'est, On dit Fifi parce que le monsieur juste pour l'histoire, là, pour situer les gens, le monsieur qui a payé pour restaurer ce B-29-là, qui est le seul qui vole depuis les années 80, pendant longtemps, sa femme, son surnom, c'était Fifi. Okay. Comme c'est lui qui a payé pour restaurer l'avion, ben, il a mis le nom de sa femme sur l'avion. Fifi. OK, oui. T'as vu mon air dubitatif? Merci. Oui, c'est pour ça que... ça me satisfait. Okay. Merci beaucoup. Oui. Greg, première livraison d'un Dash 8. Dash 8. Dash 8. On a livré le Dash 8, Claudia. Oh, so shocking. Oui, ben en fait, une petite nouvelle comme ça en passant, effectivement, Dash 8 400 qui a été livré. C'est une bonne nouvelle dans le sens où Longview est toujours en vie. Ben oui, André, Longview est toujours là. Le Dash 8 n'est pas mort. J'ai rien dit. Fini. Moi, je rajoute rien. On est dans les brèves. Écoute, non, c'est correct. Ouais, c'est ça. Donc, oui, première livraison en Angola. C'est le premier de 6 qui va éventuellement être livré si on se rend jusqu'au bout. Pourquoi je dis si, c'est pas une vacherie, c'est vraiment pas pour être méchant, mais on sait que souvent, malheureusement, dans le passé, on a vu des airlines africains commencer à recevoir des appareils neufs ou usagés, là, peu importe. Puis on n'a jamais eu le temps de se rendre jusqu'à la fin. Donc, pour Longview, pour l'industrie aéronautique au Canada, j'espère qu'on va pouvoir se rendre jusqu'au bout. C'est quand même pas mal d'argent. Là. C'est évalué à plus de 200 millions, ce contrat-là. Donc, c'est intéressant. Le Dash 8 n'est pas mort. Ça continue à voler. J'ai hâte de voir, juste pour surfer là-dessus, j'ai hâte de voir comment Longview va s'organiser à Toronto avec la suite des opérations au niveau de la fabrication du Dash 8. On en avait longuement parlé avec André dans le passé où on recommandait fortement, pour ce que ça vaut, là, on recommandait fortement à Longview de faire du ménage dans ses opérations. Il y avait une belle grosse restructuration à faire. Donc, on espère que ça va y aller là-dedans. Fait que c'est ça. C'est pour ça? Ouais, OK. Dash 8. Airbus Hélicoptère obtient sa certification ISA. Oui, c'est l'hélicoptère préféré à Olivier. Il est beau. Ben, c'est sûrement un bon hélicoptère, mais il est juste pas beau. Ben non, mais c'est correct, là. Je trouve ça on intéressant. avait un gros débat à l'interne ici parce que André et moi, on comprend pas du tout le point de vue de Olivier et Greg. Moi, je savais même pas que ça pouvait être beau, un hélicoptère. Oui, c'est beau. Vous avez juste à aller voir les hélicoptères anciennement appelés Augusta Westland, qui est devenu Leonardo. Mais non, voyons donc. Ils sont magnifiques, ils sont racés, c'est super beau, ces hélicoptères-là. Les Italiens, ça un crayon. Oh oui.
table à dessin, J'avais crayon. jamais entendu ça. Oui. Fait que donc, Et donc, le H-160 d'Airbus Hélicoptère, enseignement Eurocoptère, enseignement aérospatial, enseignement tout ça, a été certifié finalement. On a une nouvelle génération d'hélicoptères qui est en train d'entrer en service chez Airbus. Et je me mélange tout le temps. Chez non, c'est plus Eurocoptère, c'est Airbus Hélicoptère. Donc, fantastique machine, on s'entend là, autant Airbus Hélicoptère que même chez Bell ou Agusta. Ne serait-ce que par la mécanique déjà, c'est quand même quelque chose là, de faire voler ces machines-là. Donc, ça reste une fantastique machine, j'en suis convaincu. Esthétiquement parlant, bof. flop total selon Bof. Monsieur Blanc. C'est ça. Bon, on va expliquer là, on va vous mettre une photo dans les notes. Là. Oui. Ce qui est bizarre sur cet hélicoptère-là, premièrement, le stabilisateur horizontal est biplan. C'est vraiment une aberration tant qu'à nous. Ouais. Et puis, il y a comme un nez qui finit plus de finir. Puis, il y a entre l'espace entre le dessus de la cabine, puis le carénage, puis la transmission, puis les moteurs, c'est comme si Qui immense. mesure à peu près 15 pieds de haut. On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe là. Moi, le commentaire, je vais te rajouter à propos du dîner, c'est ça qui arrive quand t'arrêtes pas de mentir. Non, mais je dirais pas point que- envoyé à Airbus Hélicoptère ici. Là. On transmet. Alors, Mais je dirais pas que si Airbus Hélicoptère nous écoute... Ouais, mais s'il y en a un qui mentent pas sur leur performance, c'est bien eux autres. Là. non, c'est J'ai ça vraiment... en pur Ils ont pas changé de nez sur la Max. Hein. L'armée française, la LAT, en fait, a commandé une version militaire. Bien Ben, la évidemment, LAT et l'armée de l'air et la l'armée de marine. l'air, ouais. Les trois commandés, ils vont s'appeler le Guépard. Exact. Ça sonne bien quand même. Ouais, Mais il va être encore laid. Ben, ils vont peut-être améliorer parce qu'ils vont mettre des tourelles ou quelque chose. Ça va À probablement changer la défaut forme du d'avoir un long front, ils vont avoir des missiles. Fait que ça va être, Bref, les hélicoptères, c'est comme le Tide. T'en as tout le temps une version améliorée qui s'en vient. c'est ça. Ça lave plus C'est comme blanc le que blanc. 737, André. Il y a toujours une version améliorée qui s'en vient. Oui, ben bon, le TED original, il fonctionne quand même. Hein? C'est peut-être ça la différence. Aussi. Ouf. OK. Ouf, Greg, tu as c'était mis méchant, ça. au point à faire par rapport à Oui. la nouvelle de l'usine de Pratt au Maine Exact. dont on a parlé On la avait semaine passée. annoncé en grande pompe que Pratt & Whitney Canada, Big Pratt pour les intimes. Pas Productivité Canada, ouais. Non, Ben oui. Big Qu'est-ce que Pratt. tu dis là? Ben oui, qu'est-ce que je dis là? Moi, c'est tout à fait... J'ai-tu bu mon café? Oui, c'est bon. C'est Big Pratt qui avait annoncé dans les dernières semaines qu'on allait modifier l'usine. Alors, je veux juste bien le prononcer. Là. On appelle ça, c'est North Berwick, dans le Maine, qui va... ouais. Répète-moi donc ça. North Berwick. Ça sonnait comme un scratch de disque. Là. Moi, je sais. C'est l'usine, c'est la fameuse usine qui fabrique des pièces pour Big Pratt, dont on n'entend jamais parler et que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler d'eux. Cette usine, qui est quand même assez grosse... On a dit qu'il allait se mettre à faire du MRO. On a dit qu'il se mettrait à faire du MRO, mais en fait, c'est pas vrai. Pas entièrement. On va faire de l'overhaul de modules. Toujours sur la série 1500. Toujours sur la série 1100. Pardon. Ah, t'as essayé de m'avoir, là. Ah, on m'a tendu un piège. Donc, les investissements restent là. Mais on commence avec du module. Puis, donc ça, c'est la précision que je voulais faire. C'est pas de l'overhaul complet. Mais ma prédiction est que, éventuellement, si tout va bien, parce que pour l'instant, c'est une usine qui ne fait que du manufacturing. Mais c'est comme ça qu'on fait une intégration de complexité dans un système Et opérationnel. voilà, c'est direct là que je m'en allais. Donc, ma prédiction, parce qu'il n'y a pas juste André qui a le droit d'en faire, c'est qu'éventuellement, l'usine va s'en aller sur du full overhaul. J'ai jamais réclamé le droit exclusif. Non. Mais là, tu vois qu'il sentait une espèce de petit fond de compétition. Compétition. Ah, Ah ouais, ouais, hein? absolument. Ah, Là, je regarde. suis... Sors les gants de En boxe. feu. Ah United avait un pas mal gros problème de formation. Oui, on a... Alors, attends. Mais On commence non. au début, là. C'est pas, en fait, c'est pas une question juste du United. Là. Non? C'est Pratt et United. Ah. La nouvelle, c'est que il y a le rapport d'incident qui est sorti du NTSB. Comme quoi, si vous vous rappelez, en 2018, il y a eu sur un 777 de United Airlines, les 777 de United Airlines qui sont équipés de PW4000, donc de Big Pratt. Et il y a eu un fan blade-off, donc un fan, une ailette, hein, André? Une aube. ailette. Une aube, oui. Une aube? Non, Une l'aube, fan? c'est... Non, l'aube, l'aube, c'est... c'est- Non. Pas le même morceau. Non?
Donc, on a une ailette du fan qui s'est séparée, là, qui a été éjectée. Donc, on a eu un blade off. Ça a emporté tout l'intake, tout le carénage d'entrée d'air. Je fais vraiment des gros efforts en français. Quelque part dans le fuselage? Non, il y a eu des débris, mais ça n'a pas fait de gros dégâts sur l'avion comme tel. Ce qui est important là-dedans, c'est que suite à l'enquête, on s'est rendu compte que les techniques d'inspection de Pratt n'étaient pas appropriées. Et ce que ça a amené, c'est que eux autres, dans le but d'alléger la charge, de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de recréer un nouveau cursus de formation pour inspecter ces blades de fans-là, on y est allé avec la méthode qui existait déjà chez Pratt pour comment inspecter une aube de fan. On te dit aube. Ah, c'est de ta faute. Une ailette. Okay. Une ailette. Je sais plus comment le dire. C'est à cause de vous. La fan, là. c'est la soufflante. Une blade de fan, OK? Oui, c'est la soufflante. Une Puis ailette là- de soufflante. Bon, merci. Exactement. Donc, l'ailette en question, il y a une technique d'inspection pour ça. Cette technique n'a jamais été mise à jour, puis elle n'a jamais été mise à jour volontairement. Pourquoi? Parce que sinon, ça aurait demandé à Pratt et ses clients, donc United, de remettre à jour puis de recréer un cursus de formation. Le nœud du problème, il est là. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui n'ont pas été formés adéquatement, qui n'ont pas été capables de trouver le problème et qui ont remis en service cette fameuse blade-là du fan qui avait une micro-fissure et qui n'a pas été détectée. Mais c'est pas juste une question de dire les gars de maintenance l'ont pas pogné, donc c'est de leur faute. C'est beaucoup plus creux que ça. Puis c'est ça que le rapport d'inspection, le rapport du NTSB dit, c'est que oui, c'est vrai que ça a été manqué à l'inspection, mais le nœud du problème, là, c'est vraiment pas ça. C'est qu'on n'a pas updaté les techniques d'inspection. Puis ça, là-dessus, c'est Big Pratt et United qui se font taper ses doigts relativement assez sévèrement, tout dépendant de ce que sévèrement veut dire aux États-Unis, parce que c'est toujours un peu difficile. Là. Mais quand même, ça arrive vraiment pas souvent, là, qu'on a un blâme aussi direct que ça. Oui, c'est vrai que c'est assez... pas de là à dire que c'est Surtout jamais pour un arrivé, mais incident qui c'est est pas un plutôt crash. rare, exactement. Où on s'attendait tout simplement... ceux qui suivaient un petit peu, là, qui attendaient le rapport, on s'attendait à avoir un blâme, de dire la maintenance l'a manqué, puis... c'est tough luck, c'est comme ça. Mais c'est en un fait, ça cas va plus loin que classique ça. où on a fait un processus d'enquête poussé, puis qu'on trouve des problèmes systémiques en arrière des erreurs individuelles, mettons. Oui, puis ça prouve aussi également que si le NTSB ou les agences qui font de l'investigation, qui font de la recherche de problèmes comme ça, si on leur laisse le temps de le faire, ils sont capables de trouver, puis de creuser, puis d'aller chercher vraiment le nœud du problème. Donc voilà, Big Pratt qui se fait... donc, bonne nouvelle pour Big Pratt qui a grandi son usine au Maine. Et mauvaise nouvelle pour eux qui se font taper ses doigts pour le NTSB. Parlant de grandes entreprises qui se font blâmer, on a eu un suivi cette semaine sur le gros accident qu'il y avait eu sur la métropolitaine en 2016, en août 2016, le camion qui avait pris feu et le camionneur qui était décédé, tout ça, là, qui avait été coincé dans son camion. Bombardier, sévèrement blâmé pour sa gestion de sa flotte de véhicules. Donc, c'était un camion avitailleur qui n'avait plus de bons freins. Et non seulement ils ont été blâmés à cause de cet incident-là, mais aussi, ce que la Commission des transports dit, c'est que depuis, donc entre 2016 et 2019, il n'y a vraiment pas de beaux efforts qui ont été faits pour arranger ces questions-là. Donc là, ils viennent de se faire taper sur les doigts solidement et réduire leur code de sécurité auprès de la Commission des transports. C'est quand même assez sérieux. On va s'attendre à un retour là-dessus. C'est... curieusement, il y a plusieurs années, quand j'étais encore dans le transport, j'avais appliqué pour un poste de chauffeur de camion chez Bombardier. J'avais été appelé pour ce poste-là. Mais, petite anecdote, mais que j'ai refusé parce que j'étais rendu ailleurs au moment où ils m'ont appelé. Mais ce qu'on constate, c'est que cette unité d'affaires-là, effectivement, elle a un défaut à fonctionner. Est-ce que c'est représentatif de le reste de l'entreprise? C'est la question qu'il faut se poser. Il faudrait pas. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais il faudrait pas que ce soit Mais le la cas. question qu'il faut se poser, André, de la façon que souvent ces compagnies-là fonctionnent aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore Bombardier qui opère cette flotte-là? Tu sais, il y a le logo de Bombardier dessus. Là. Il semble que oui, en fait. Oui. Ils sont sur la gestion parce que
La façon dont ça fonctionne dans le transport routier, c'est véritablement l'opérateur de la flotte qui a un dossier. Mhm. Mais même si tu as des chauffeurs d'agence qui viennent, l'agence a un dossier aussi à la Société d'assurance automobile. Mhm. OK. Puis de toute façon, là, c'était 100% un problème d'équipement, semble-t-il. Oui. Dans le cas particulier des systèmes de frein des camions à des avitailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des dispositifs qui vont actionner le frein. C'est ça qui a été le problème cette fois-ci. Exactement. Tu as un dispositif qui va actionner le frein. Si tu circules, par exemple, puis ton boyau est mal ancré, puis qu'il se détache, automatiquement, le frein de stationnement et le frein d'urgence embarquent. Sans allumer les lumières. C'est un des principaux problèmes de l'accident qu'il y a eu. Bon, normalement, il est supposé avoir un témoin, mais... Non, les lumières du camion. Les lumières d'arrêt, ça, oui, c'est... exact. Mais ça n'a pas averti les gens qui étaient derrière du camion que celui-là arrêtait. Normalement, quand tu t'actives ce frein-là sur un camion, il n'y a aucun mécanisme qui va allumer les lumières. Ouais. C'est le frein de stationnement. Ouais. OK. Ouais. Par expérience, les avitailleurs, on rajoute tout un bungee, un élastique sur les boyaux pour qu'ils restent en place. Parce que la pire affaire que tu veux... Pas à Dorval parce que tu n'as pas le droit, mais à Saint-Hubert, par exemple, les camions qui circulent sur les pistes. Mm-hmm. Tu veux pas être en train de traverser une piste puis que le camion s'arrête là alors qu'il y a un avion en course finale. Tu vas créer... tu vas avoir un cadavre. Tu sais, regarde, il n'y a personne qui s'intéresse. Fait qu'on on a tout... Mais tu sais, on s'entend que si tu as besoin de rajouter un bungee, c'est parce que le système fonctionne pas bien, là? Normalement, regarde, c'est un problème récurrent sur les camions avitailleurs, ce système-là. Fait qu'on parlait d'aller voir jusqu'au fond de la cause profonde dans une situation. Là, Bombardier est blâmé. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème systémique avec les équipements, là. Ouais. Si tu fouilles, tu vas te rendre compte que... Ouais. Ça peut aller loin. Intéressant. En fait, fait qu'on est désolé pour... encore pour la famille de ce camionneur-là. Puis aussi, on espère que Bombardier va prendre les mesures... appropriées. Exactement. Ce qui inclut peut-être de parler à ceux qui produisent ces camions-là, là, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un problème. Oui, mais peut-être que le bungee, ça peut être une solution acceptable aussi. En tout cas, en attendant au moins. Là, Ouais. Ça nous rappellera un certain col sur un disjoncteur dans un 737, mais on y reviendra. Passons. Amazon se part une division espace. Pour livrer dans l'espace? En fait, tu ris, là, mais oui, pour livrer des services cloud. Donc, dans le fond, la division cloud de Amazon qu'on connaît vraiment peu en tant que mais qui est importante, qui est une Amazon S3. près de 15% des revenus Amazon d'Amazon S3. tout court. Ouais. Mais aussi, donc, ils livrent déjà des services. Ils ont déjà des services de support satellite de compagnie. Ils sont déjà sous contrat avec Lockheed, etc. Mais ils viennent de créer une division spéciale. Puis, il y a clairement des informations qu'eux ont sur qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Là. Les exécutifs de la compagnie parlaient que les gens qui allaient être dans l'espace à l'avenir allaient vouloir avoir accès à Netflix puis Hulu pendant leur voyage. Tu sais, c'était un peu... Parce que là, c'est ça le principal problème. Là. Si tu t'en vas vers Mars, c'est vais-je avoir mon Netflix disponible? C'est probablement en lien avec Blue Origin. Entre autres, parce que là, eux viennent de gagner un des contrats de la NASA pour produire des modules lunaires. Donc, comme c'est arrivé pour la navette, on a donné 3 contrats. Un à SpaceX, un à Blue Origin et un à Dynetics pour créer ce module-là. Et là, tout le monde va se rendre jusqu'aux prochaines étapes et à ce moment-là, on décidera qui continue. Mais pour l'instant, ces 3-là sont dans la course encore. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi que on parle de, tu sais, comment la COVID a mis en lumière le fait qu'il faut que les entreprises soient capables de s'adapter rapidement, comme par exemple d'avoir des immenses bureaux, c'est pas nécessairement une bonne idée. Du point de vue des services de TI, c'est un peu le même principe. Est-ce que tu veux vraiment une grosse infrastructure physique ou tu veux des services cloud qui s'adaptent plus facilement à des enjeux d'affaires? Absolument. Puis il semble que ce soit par rapport à ça que les services cloud d'Amazon soient particulièrement intéressants pour l'industrie aérospatiale. À ça, je vais te rajouter un bémol. Attention aux promesses de revenus qu'on va nous faire. Quand les compagnies de divertissement en vol se sont développées à partir de 2014 là, jusqu'à maintenant, puis qu'on a commencé à offrir l'Internet à bord, là, il y avait des spéculations sur les revenus de ces compagnies-là, puis tout ça, puis à un moment donné, un vol Montréal-Paris, ça va te coûter 19 $ avoir l'Internet en ligne.
Oups! Ils Non, se non, sont non, rendus compte que peut-être que les gens n'étaient pas prêts à payer 19 Non, mais par rapport à ça, c'est plus une question d'avoir accès à du temps de calcul d'ordinateur quantique, mettons, pour ton développement logiciel. Là. Pas tant pour... c'était quelque chose, c'était comme une anecdote un peu de parler de Hulu, là, mais c'est pas ça le principal objectif de cette compagnie-là, pas du tout. C'est de supporter le développement des compagnies qui font, entre autres, du développement militaire et donc, il va falloir que ça soit fait à un Ouais. prix raisonnable. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que moi, quand on avait annoncé le Space Force puis tout ça, là, Oui, c'est vrai. ouais, non, moi, la crainte que j'avais, c'est que, sincèrement, là, c'est que l'espace se militarise. Quand on a annoncé ça, on avait déjà SpaceX, tout ça, c'était super, le civil, il n'y a plus besoin d'avoir que ce soit une agence qui gère ça, comme la NASA absolument. Mais là, moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que il n'y aura pas juste des militaires puis des Space Marines dans l'espace. Il va y avoir aussi d'autres affaires. C'est drôle que tu dises ça, parce que le premier commandant de la Space Force, c'est lui qui est maintenant le dirigeant de cette division-là d'Amazon. Hey, mais sérieux, j'ai jamais vu autant de mouvements dans les administrations qu'en ce moment. Il appelle ça le revolving door. C'est vraiment intense. Oui, il est parti, puis il est rendu dans le privé. Ils viennent de créer le Space Force. OK. Ouais, non, bon, ben d'accord. Enfin. Fait que c'est ça qui se passe du côté d'Amazon, mais tu sais, on s'entend que il le voit probablement venir. Je suis content d'acheter mes livres, là, finalement. J'encourage l'espace indirectement. Ouf. Bon. Les gars, s'il vous plaît. C'est tiré un peu sur la bonne conscience. Ça a été tiré pas mal. Ben, honnêtement, si pour des choses spécialisées comme je sais que Greg cherche, si c'était possible de trouver ailleurs, je pense que ça lui ferait plaisir. Mais de là se donner bonne conscience avec ça, je suis pas sûr. Mais de temps en temps, Olivier Manteau, cette semaine, il m'a guidé vers le droit chemin. Mon nouvel ami s'est rendu Indigo. Excellent. Là-dessus, messieurs, on passe à la section Europe. Donc, on entend beaucoup parler dernièrement des subventions à l'aéro. Oui. Et plutôt de l'absence de, dépendamment de quelle région. Précisément, exactement. Mais surtout aux compagnies aériennes. Parce que je pense que pour tout ce qui est de la construction, on s'entend, mais ici, on entend tout un discours qui vient de nous et d'autres de l'industrie qui disent ça prend du support à l'industrie et au transport et à la production. Puis d'autres qui disent ça n'a pas de bon sens de subventionner ces compagnies milliardaires-là, etc., etc. Juste pour vous donner une petite idée puis mettre tout ça en perspective, là, je pense que tout le monde s'entend ici pour dire que Lufthansa, c'est bien géré. Que l'administration c'est pas allemande parfait, en mais général... c'est relativement bien... Ouais. La compagnie... C'est pas une compagnie de broche à foin, c'est ça tu veux? On était en très bonne position financière avant le début de la crise. Oui. Eh bien, pour donner une idée aux gens, d'abord, il y a des prêts qui ont été consentis, garantis par l'État et tout, mais présentement, le gouvernement allemand est devenu actionnaire de Lufthansa à 20%. Puis ce qui est important de mentionner là, petite parenthèse, c'est que ça ne s'est pas fait super facilement. Il y a eu des discussions, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Donc, le point, c'est pas que c'était super facile. Le gouvernement a embarqué 20%, tiens, voilà, l'argent. Puis, il y a eu des discussions, ça a été tough, ça a été rough, mais ils ont compris. Et en fait, moi, mon point par rapport à ça, c'était plus, si vous pensez que Air Canada peut s'en sortir tout seul alors que Lufthansa n'y est pas arrivé, là, j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est fort peu probable. Exact. En fait, on en reparlera de toute façon plus tard parce que ça a rapport aux stratégies d'Air Canada au Canada. D'accord. Alstom s'est déclaré prête à vendre d'autres actifs pour être en mesure de faire accepter la transaction avec Bombardier par l'Union européenne. Ouais, la Commission européenne, pardon. Ouais, tu te souviens, on avait mentionné que la Commission européenne pourrait rendre sa décision vers la fin du mois de juillet, exact? Oui, exact. Sur ça. Probablement que là, il y a des discussions qui ont commencé. Qui ont commencé à se poser des questions. Ouais. Et quand on parle de vendre certaines choses, là, il ne s'agit pas de vendre sa division de train là, au complet. Il s'agit de vendre peut-être certaines usines. Ouais. Juste pour éviter qu'ils soient un en peu position. trop de monopole. Il faut faire... Ouais. Souvent, c'est très... C'est que la Commission européenne aussi, les gens, là, ils regardent ça. Ils veulent pas donner un chèque en blanc. Voilà, on a approuvé. Il faut qu'ils se donnent un petit peu aussi. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils se donnent bonne conscience parce que ça va être tout à l'avantage de l'Europe, cette transaction-là. Donc, dans le fond, il faut que ça paraisse bien, il faut que ça ait l'air impartial. Mais ils vont s'organiser pour que ça se fasse. Là. Oui, parce que ça permet à Alstom de mettre un pied à terre important en Amérique du Nord. Ils ont déjà gagné des contrats en Amérique du Nord. Ils vont pouvoir en gagner encore plus, être plus efficaces dans leur livraison de services et de produits en Amérique du Nord. Donc, c'est clair, ça va se faire. Mais en même temps, on peut pas donner, faire
Traduisez-moi rubber stamping en français, s'il vous plaît. C'est une Hey, bonne c'est une question. très bonne question, Je ne ça. sais pas du tout. On veut pas que la transaction passe comme une lettre à la poste. Oh! Oui, Accepté. absolument. Ou du Bravo. beurre dans la accepté. poêle? Non. Non. Non, comme une lettre à la poste, ça serait plus... Ouais, c'est plus approprié. Ouais, parfait. Long, complexe, mais parfait. Ouais. Parlant de long, complexe, mais pas parfait du tout, Pia se retrouve... Dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, sur les lignes de côté. Ça commence à bouillir, l'eau. Là. Ah Il oui, est ça plus va que pas chaude. bien, là. Tu sais, Si t'as on du parle- homard, ramène-les. Mais en fait, ça commence à regarder. Si tu regardes ce qui se passe avec Pia, là, ça ressemble étrangement, là, puis sincèrement, puis je m'excuse de l'image, là, mais on dirait vraiment la grenouille dans la casserole là, Mhm. que tu mets dans l'eau froide et que tu fais chauffer tranquillement, puis qu'elle se rendra pas compte que l'eau est en train de chauffer. Là. Mhm. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Parce que si tu regardes un peu l'histoire de Pia, puis pas forcément à travers des crashs ou quoi que ce soit, mais ça a jamais été... tu sais, il y avait un article cette semaine qui est sorti qui disait que la compagnie a été rétrogradée à un one-star airline. Là. J'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait des stars, là, qu'il y avait des étoiles là, sur cette airline-là. Sincrement. Zero star doesn't Tu sais, exist. je connais des gens qui travaillent là, je suis encore en contact avec certaines personnes qui travaillent là, puis ben c'est ça. C'est surprenant, oui et non. Tu sais, là, on vient d'apprendre que Pia a été mis ses lignes de côté, c'est-à-dire a été interdit de vol en Europe. Donc là, ça commence à être... tu sais, quand tu es interdit de vol hein, dans un des plus gros marchés au monde, ça commence à... Ben, tu viens de perdre des hubs déjà, là. Premier Ben problème, oui, là. tu sais, il va te rester quoi à Toronto? Wow! Ben, de toute façon, est-ce que vraiment ça va rester ouvert au Canada? Là? C'est une autre question. Ben, connaissant la rapidité d'exécution de notre département des transports en ce moment, ils vont peut-être les empêcher de venir au Canada, mais en 2034. Donc, ils ont le temps. Ben, de toute façon, présentement, ils sont empêchés à cause de la COVID, fait que c'est un peu réglé. là. Ouais, il y a ça. Il y a Fait ça. que à ce niveau-là, c'est Pourquoi pas... se grouiller à prendre une décision quand on n'a pas besoin, puisque la COVID règle la question jusqu'à la fin du mois Je d'août? peux continuer à avoir l'air gentil sans prendre de leadership? Good! All Il right! reste des Sopranos, écoutez. On dirait le moto canadien ces temps-ci. Ah, mais il y a des Bosch aussi sur Il y a Amazon The Wire Prime. à écouter aussi. Exactement. Donc, au niveau de Pia, c'est surprenant, oui et non. Puis moi, je pousserais ça même un peu plus loin en disant tout simplement que c'est... ils font juste, malheureusement, récolter ce qu'ils ont semé, mais ce qu'ils ont semé, là, ça n'inclut pas juste le airline, ça inclut également le gouvernement et malheureusement, puis là, je vais pousser ça un peu loin, mais c'est la dure réalité, la façon dont fonctionne le pays. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le propre ministre des Transports, le Air Marshal, là, qui est passé en commission d'enquête il y a 2 semaines, là, quand on a appris que certains pilotes avaient des fake licenses et tout ça. C'est lui-même qui a dit que peut-être qu'il serait temps pour le pays, au complet, toute industrie confondue, de passer à autre chose et d'arrêter de nommer des gens en fonction de pour quel parti politique ils ont voté, est-ce qu'ils ont de la famille en politique, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un ou Donc, de cesser de mettre un frein au népotisme. exactement. Puis d'arrêter c'est ça, de nominer les gens en fonction de qui ils connaissent. Bravo, Ben, Olivier. puis Non, mais- je veux juste finir ma parenthèse là, pour ceux qui pensent qu'on fait juste déblatérer là-dessus puis émettre une opinion vide et méchante là. Non, mais c'est important. C'est important. Puis je veux vraiment mettre une image là-dessus. Rappelez-vous le crash de l'ATR 42 en 2016 qui s'est planté dans un flanc de montagne là, au Pakistan. Le copilote, OK? Le copilote avait 122 heures de vol à son actif. Toute machine confondue. 122 heures de vol total. Il était copilote sur un ATR. OK? Donc... T'en as plus que ça, André? Exact. Ouais. J'en ai plus que ça sur Cessna 150. Donc, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça que le Air Marshal voulait dire. Oui, mais en fait, oui, on se Mais comprend. je voulais Sur juste- le retour sur le crash, là, moi, dans ce cas-ci, c'était la question de l'Europe qui a réagi très rapidement Oui, à cette question-là. mais tout et pas le ça, Canada. c'est découle de ça. Puis ça m'a permis, je m'excuse d'avoir surfé toutes ces affaires, mais ça m'a permis de clarifier un point puis de mettre cette fameuse image de quoi on parlait depuis 2 semaines. Voilà. D'accord. C'est quoi next? On est allé faire un petit tour en Europe. Maintenant, Oui. on parle de COVID. Oh! J'aime les pauses à Claudia. Un bon somme entre deux. Aller-retour. Allez-retour, je suis bien reposé. Écoute,
On travaille là-dessus. T'as donné une chance un peu de prendre ton souffle, tu sais. Vas-y, André. Il y a une entente spéciale pour les pilotes de JetBlue. Ouais, JetBlue a annoncé la semaine passée qu'il avait signé une entente spéciale avec le syndicat des pilotes. Mm-hmm. Ils se sont engagés à pas faire de mise à pied chez les pilotes avant le mois de septembre 2021. Mm-hmm. Puis, on n'a pas eu les détails encore. Tout ce que les deux parties disent, on n'a pas modifié l'échelle salariale des pilotes ou la structure salariale. On n'a pas modifié de façon importante la convention collective. Mais on s'est entendu pas mettre personne à pied jusqu'en septembre 2021. C'est un peu mystérieux, mais en même temps, c'est une belle initiative. Les gens ont réussi à trouver un terrain d'entente pour éviter le pire, c'est-à-dire envoyer tout le monde à la maison, puis don't call us, we'll call you. Là. Ne nous appelez pas, on va vous rappeler quand on va voir une solution. Félicitations aux gens de JetBlue. Bravo à ceux qui sont créatifs en cette période de crise. Un peu dramatique, El Al suspend ses activités? La compagnie israélienne El Al a annoncé la semaine passée qu'elle a... Mais quand on dit qu'ils ont tout arrêté... Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que c'est pas juste une question de COVID, je pense, hein? C'est qu'ils sont déficitaires. Ils brûlent de l'argent à vitesse grand V. Ils sont déficitaires partout. Faut pas oublier que El Al, c'est aussi le transporteur national d'Israël. Mm-hmm. C'est la seule compagnie israélienne qui est acceptée dans bien des aéroports ou un peu partout parce que il y a toujours des mesures de sécurité extrêmes qui viennent avec. Il y a toujours des gardes armés dans l'avion. Ouais, et je pense qu'il y a le Mossad aussi. Je pense que le Mossad travaille avec la division sécurité de Seigneur, El Al. OK. Moi, je les ai fuelés à Montréal à l'époque plusieurs fois, là, puis il y a des gardes armés avec des MP5, là, comme dans Rainbow Six, là. Puis ils viennent vérifier ce que tu fais, ils appellent pour voir si ta passe est toujours valide. Ouais, c'est super long. Ils sont très, très, très avancés au niveau sécurité. Et là, la compagnie est juste plus capable. Mm-hmm. Est en déficit, est plus capable. Fait que donc, ça fait partie de ces compagnies qui allaient déjà pas super bien avant la crise puis qui sont comme... Ça allait bien avant la crise. Ouais. Peut-être pas super bien, mais ça allait bien avant la crise. Mais là, regarde, ils tiennent pas. Et je pense que le problème, c'est que l'État israélien, lui, est très endetté, est très déficitaire. Fait que c'est difficile de soutenir tes champions dans ce temps-là. Oui, puis il y a d'autres divisions qui vont super bien, là, tu sais, le pharma, puis tout ça va super bien en Israël. Fait que dans ce cas-là, peut-être que tu fais des choix stratégiques un peu difficiles. Ouais. Là. Enfin, OK. Bon, toute la question de l'aide aux compagnies aériennes et aux producteurs en aéro au Canada, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parlons-en en commençant avec la grosse nouvelle de la semaine. Jazz arrête ses suspend, parce que c'est pas permanent. C'est pas permanent. Suspend ses vols régionaux. En fait, Air Canada a annoncé qu'elle suspendait 30 liaisons régionales, dont 23 dans l'Est du Canada. Mm-hmm. OK? Le Québec est durement touché. On parle de 11 liaisons là, qui sont interrompues. C'est pas surprenant. Il faut comprendre que Air Canada, là, enlevez-vous ça dans la tête, là, c'est plus une compagnie d'État. Ça ne fait plus partie de son mandat que de faire du transport régional. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Et la décision d'Air Canada, c'est la suite logique de l'absence de politique nationale dans le transport aérien, OK, où on dit, on a privatisé Air Canada, puis là, on est en situation de pandémie, on a des liaisons régionales essentielles qui sont déficitaires, mais on fait rien, aucun programme spécial. Fait que là, Air Canada dit, je suis pas la propriété du gouvernement. Je reçois rien pour maintenir mes services essentiels dans certaines régions. Mais je suis une entreprise privée, je dois être rentable. On ferme ça, ces lignes-là. Je suis pas capable d'arriver à... C'est clair, là. C'est pas avec 3 personnes dans un Dash 8 qui rentrent aux îles de Madeleine que tu vas faire de l'argent, là. Non, c'est clair. On s'entend que... C'était peut-être plus élevé que ça maintenant, mais c'est pas assez. Si tu rentres juste un Dash 8 par jour aux îles, là, tu as toute l'infrastructure à maintenir. Ouais. C'est pas efficace comme système. Donc, il faut arrêter de dire, là, Air Canada qu'on subventionne à centaines de millions puis tout ça. Moi, les gens qui me parlent de subvention Air Canada, là, j'aimerais que vous me sortiez les chiffres précis des 5 dernières années. Dites-moi quel programme, puis en vertu de quoi Air Canada a reçu de l'argent du gouvernement canadien. Moi, je trouve ça bien étrange comme commentaire. À la limite, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été supportés par BDC, EDC? BDC, BDC? EDC, Exportation et Développement Canada. Pour faire des achats d'appareils.
Oui. Ce qui est standard, EDC supporte les compagnies pour faire des achats d'équipements. C'est normal, c'est rien de particulier à Air Canada. Là. Ça aurait pu être une banque privée qui aurait fait le... Et ça veut pas dire non plus que t'as pas besoin d'être rentable à cause de ça. Là. C'est un prêt, c'est remboursable. Mais c'est pas une subvention. Là, non, c'est vraiment pas de l'argent gratuit. Là. Ils ont peut-être épargné 1 ou 2% d'intérêt là, sur le prêt, mais pas beaucoup plus. Ouais. On continue à dire que c'est un problème qu'il n'y ait pas de stratégie nationale. Jean Charest s'est mêlé de la discussion. D'ailleurs, on se demandait où il était depuis le début de cette histoire-là. Parce qu'il travaillait justement sur essayer de faire établir une stratégie comme ça avant les dernières élections. Oui. Et là, il s'est toujours rien passé. On a eu une lettre ouverte dans les médias la semaine dernière. Oui. Absolument. Il y a quelque chose, il se prépare quelque chose d'ailleurs, une sortie officielle au sujet de l'aérospatiale. Je pense cette semaine ou la semaine prochaine, là, justement, les intervenants, ça grenouille un peu. Là, il est question de commencer à mettre le point sur la table. Ben, certaines compagnies comme Air Canada avaient l'air de s'être peut-être fait à l'idée, mais finalement, en voyant ce qui se passe ailleurs dans le monde, les compagnies ici vont avoir un sérieux désavantage si l'État ne s'en mêle pas, puisque partout ailleurs, ces industries-là sont supportées. Ben, de deux choses l'une. Si on veut qu'Air Canada survive puis qu'on met pas une scène dedans, il faut s'attendre. Elle va devoir couper tout ce qui est pas rentable. Donc, c'est clair. Et pas soumise au principe du service essentiel. Là. Et voilà. Donc, Ouais. ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça prend ça pour que là, tout le monde se lève puis tu sais, comme c'est Olivier qui m'avait envoyé ça via MSN qui avait dit il faut espérer que ça soulève assez de colère en région, que ça finisse par faire bouger le ministre des Transports à Ottawa, mais j'en doute. C'est ce que tu m'avais dit. J'ai d'ailleurs, je te concède les droits d'auteur là-dessus, parce que je l'ai repris dans un texte Les Ailes du Québec, fait que à la fin de l'année, je te verserai ta portion. Ouais. Mais d'acheter des bonbons Insane. Toujours bon. Un bonbon Insane. Ça existe même plus. Pourquoi tu parles au pluriel? Mais c'est ça. Alors, tu sais, regarde, c'est plus son rôle. Moi, ce que je commence à trouver tannant dans tout ça, c'est que j'entends pas parler de Pascan Aviation comme une solution. Et des autres transporteurs régionaux qu'on a ici, là. C'est quoi? C'est absolument Air Canada, sinon rien. Ouais, c'est ça. Puis un des problèmes qu'on voit, dont on entend parler, c'est que les gens dans les provinces, dans les régions éloignées ou dans les maritimes, ils veulent s'asseoir Air Canada parce qu'ils aiment ça, pouvoir partir de Gaspé, d'aller à Paris avec le même vol, puis pouvoir continuer à accumuler des aéroplans. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à se poser la question pour que les gens puissent booker un seul vol quand ils vont, faire une seule réservation quand ils vont en Europe, puis avoir le aéroplan, ça nous coûte combien? Parce que moi, d'après moi, à ce moment, là, on a mis un comité d'urgence, blablabla, on va discuter, et on va amener Air Canada à la table, on va mettre 25 millions sur la table, Air Canada, OK, je repars. Mais là, dans 5 ans d'ici, tu vas avoir le même problème. Puis on a aussi un enjeu que Olivier avait aptement surnommé les colères de Schrödinger. Là. En tout cas, je suis fâchée s'il se passe rien et je suis fâchée s'il se passe quelque chose. Ouais. Donc, je suis fâchée si on arrête les vols, mais je suis aussi fâchée si on donne de l'argent pour supporter les compagnies. Je suis fâchée si c'est pas Air Canada parce que j'ai pas mes aéroplans, mais je suis fâchée si c'est Air Canada parce que les vols coûtent cher. Il y a aucune bonne solution dans cette Puis il y aurait vraiment pas moyen là. que Pascan puisse embarquer. Pascan ou n'importe quel autre, OK? On va prendre Pascan parce qu'on les connaît, puis ils sont à côté, puis OK, bon. Mais il n'y aurait pas moyen que ces compagnies-là puissent avoir ce fameux... c'est quoi? C'est le code share? C'est si compliqué que ça, parce que ça drainerait du monde à Air Canada. Là. Je pense que c'est la solution à il y aurait tout avantage à faire ça. Et ça supporterait des entreprises régionales aussi. Oui. Là, tout le monde gagne. Puis tu sais, on parle de ça, André, là, on étend ça au reste du Canada. Là, okay? Perimeter, Bearskin, Calmair, toutes ces compagnies-là, tu sais, at large, là, pas juste que ce soit le Québec, là, OK? Toutes ces compagnies-là, là, c'est impossible avec la technologie qu'on a aujourd'hui d'avoir ce code share-là. Ça drainerait du monde incroyable là, pour Air Canada. C'est le modèle qui s'est développé partout à travers le monde. Les gros transporteurs ne s'occupent pas des petites liaisons. Ils ont des petits transporteurs régionaux. C'est une business différente, le transport régional. C'est absolument... T'as soulevé le point. Quand tu détermines
le choix d'un avion régional Oui. versus le choix d'un avion de ligne régulière, les critères qui vont faire en sorte que ton avion est rentable ou pas sont pas les mêmes. Mhm. Ouais. T'as des choix différents à faire. OK? Donc, c'est une logique différente. Pascan Aviation, la mission première de Pascan Aviation, c'est d'offrir le meilleur service possible aux régions. Point à la ligne. Alléluia! Faut-tu que je le crie plus fort? Mhm. La mission première de Pascan Aviation, c'est d'offrir le meilleur service possible aux régions. Mhm. Tu l'as, ta solution, tu as des gens, Mhm. l'équipe actuelle qui ont Oui. repris Pascan Aviation. Avec une structure de compagnie, de coûts et tout, adaptée au transport. Tu sais. une mentalité, Ouais, une structure, exactement, une tout Les à bons fait. appareils, Tout à fait. les bons... Exactement. Fait qu'en tout cas, s'il vous plaît, un peu de concertation dans l'industrie, un peu de leadership du gouvernement, qu'on passe à d'autres choses, là. Oui, on est commence à tanné. regarder en avant pour la reprise Et parce que ça l'autre sent bien. risque qui pourrait arriver là aussi, là, si on se dépêche pas un peu, là, c'est qu'on risque peut-être d'avoir aussi d'autres transporteurs hors province. Si, admettons, on fait une petite parenthèse un peu nationaliste, là, t'as PAL qui vole encore, qui a annoncé partout sur les réseaux sociaux qu'ils maintenaient les vols, ils étaient là, Ouais. ils sont présents. Ben, si tu veux pas que ce soit eux qui prennent la relève, là, donc là, ce serait, OK, effectivement, un En fait, pas transporteur nécessairement que tu régional. veux pas que ce soit eux, mais que tu préférerais que ce soit une entreprise d'ici. Exactement. Mhm. Donc, tu sais, il y a aussi ça à regarder, de dire, hey, let's go, là. Il y a quelque chose qu'on peut faire, là. Mais justement, on parle de ça, là. Le fédéral prend pas le leadership. Qu'est-ce qu'on fait, là? On peut continuer à chialer ou on peut décider qu'on gère ça localement, là? Oui, mais Je le sais que c'est des gros montants, là. oui, le problème, c'est que Québec peut mettre de l'argent, mais il est pas capable de modifier la réglementation ou de mettre des barrières ou d'aider. Du point de vue législatif, il y a une main dans le dos. Oui, je comprends, mais entre toi et moi, qu'est-ce qui retient Ottawa présentement? Qu'ils n'aient pas envie de faire des changements législatifs ou qu'ils n'aient pas envie de mettre leur main à la poche? C'est parce qu'ils n'ont pas envie pantoute. There you go. En tout cas, je sais pas. C'est On va en bien reparler plus dans les intéressant. prochains- Bien, on Regardez les invite Justin, Sopranos. si Justin nous écoute, viens faire un tour. Si vous Marc- connaissez Justin. Si quelqu'un connaît Justin, dites-lui Marc- qu'on veut y parler. Marc Garneau. Marc Ah Garneau non, laisse répondra faire, moi je pas. vais directement à Justin. De toute façon, ouais, mais l'un ou l'autre ne répondent pas aux questions. En fait, moi, on devrait aller au patron directement. Donc, si Elisabeth nous écoute, Julie Payette, ça fait pas? le boss. Moi je vais dire, on va directement à Buckingham. Mais Allez, les blague à corgis, on va part, là, jaser. non, Ouais, mais les sérieusement, corgis, là. parce que là, tu sais, il y a des gens sur les médias sociaux qui disent, hey, si jamais quelqu'un connaît, en joke, là, mais blague à part, là, sérieux, on n'est pas capable d'avoir de réponse, on sait pas ce qui se passe. Oui, mais en coulisses, écoute, laisse faire les coulisses, là, Le plus puis gros. viens parler, là. Coulisses Viens me nous voir, puis on va patience avec ça, jaser, là. là. Hein? Coulisse tout patience avec ça. Ouais. Par la voix de son attaché de presse, le ministre des Transports, Marc Garneau, a dit Oui. qu'il était préoccupé par la décision d'Arcadie. Hey, Et on va sérieux, continuer de là? travailler, Mais- Don't blablabla, get il me se passe started. rien. OK. Mais c'est correct. T'sais, ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que on a bien beau niaiser puis taper sur la table. Il faut que les gens comprennent, c'est l'inaction. Il y a encore une fois, il y a pas de communication. Je peux pas croire qu'ils sont pas capables de se payer quelqu'un pour communiquer, pour annoncer quelque chose. Et puisqu'on dit la même chose toutes les semaines, je t'arrête là, Greg. On change de sujet. Ouais, exact. Parce que là, Let's hein, go. passons à On va d'autres péter choses des coches. Ah oui. collectivement. Là. Ouais, Mais exactement. pétez pas mes tables, s'il vous plaît. Non, non. Espace. Bonne. OK. Olivier. Oui, c'est leur fanboy. What? Leur, Ah oui, absolument, absolument. leur fan podcast, même. Oui, je dirais. oui. Oui. Go for it. SpaceX a lancé un satellite le 30 juin cette semaine, donc juste avant le mardi. Oui. C'est le premier lancement qu'ils ont fait officiellement pour le Space Force. OK. Les lancements il y avait des lancements militaires dans le passé, mais c'était pour la US Air Force. Là, Ouais. c'est vraiment la Space Force qui a lancé, ils ont lancé un satellite GPS de la série 3. Donc, il remplace un satellite GPS qui était vieux de 20 ans. Donc, on va mettre les choses en perspective. Le satellite, son petit nom, c'est le SV-03. Il pesait 9500 livres. Il est dans une orbite circulaire à 20 200 km. Ok. Donc, c'est le satellite dont on va se servir avec votre téléphone, votre GoPro pour la géolocalisation, dans votre voiture pour les directions, les avions de ligne pour l'atterrissage, les militaires pour faire ce que les militaires font. Donc, il remplace un satellite qui a été lancé en 2000 et qui devait être actif uniquement 10 ans. Et en 2020, ce satellite-là est toujours actif. OK. Donc là, ils savent pas s'ils vont le déplacer dans une autre orbite où ils vont augmenter la couverture à certains endroits ou s'ils vont juste le mettre le stationner sur une orbite au cas où qu'il en aurait besoin. Un stand-by, ouais. Donc,
c'est impressionnant de voir qu'un satellite qui avait été conçu pour 10 ans, le double de sa vie, est encore utilisé. Il est encore utile. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de corrosion dans l'espace. Hein? Mais il y a Non, mais il y a chaud. du solaire, il y a des rayons solaires. Il y a des ultraviolets, radiations, tout ce des que rayons tu veux, gamma, tout ça. Ouf. Donc, c'est... Il se fait fryer à longueur de journée, ouais, le petit gars. Là. non, c'est très dur. Donc, ce satellite-là, le GPS-3, le système GPS-3 est compatible avec le système Galileo des Européens. OK. Donc, qui commence à prendre du poil de la bête, parce qu'il y a eu de la difficulté au début, les premiers lancements. Avec les horloges, entre autres. Ouais, et le système quasi-zénith japonais, qui est un autre système de géolocalisation qui est utilisé au Japon. Donc, on voit que les Américains, malgré le fait que c'est un système, le GPS est un système militaire américain, il est quand même disponible à l'ensemble de la population civile sur la Terre et fonctionne, il travaille avec les autres pays. Donc, Mais- Dans le temps qu'il y pas, avait un leadership international aux États-Unis. en fait, c'est Bill Clinton qui a lancé C'était pas... c'est Reagan. le système est arrivé, a été conçu sous Reagan, a été mis en orbite avec George Bush père. OK. Et après la guerre du Golfe, c'est le président Clinton qui a relâché le système utilisé à tous les civils. Hey, c'est intéressant ça, parce que j'étais sûr que c'était... on avait relâché des fréquences avec Reagan, tu sais, à cause du 747 qui s'était fait shotter down au-dessus de Vladivostok, je sais pas trop quoi, parce qu'ils avaient dévié de la route. Ça, c'est en 83, ça. Ouais, mais Ouais. c'était coréen, puis c'était pas... Ouais, mais c'était le GPS est arrivé vraiment. La première utilisation massive du GPS, c'est 91, Tempête du désert. OK. Donc, Ah, oui, je m'estime pas, j'essaie juste de replacer les choses. peut-être qu'ils ont conceptualisé ça à cette époque-là, mais le temps que ça se fasse, Ok. c'est Bill Clinton qui a donné ce cadeau-là. En fait, c'est un cadeau qu'il a donné à la planète, à l'humanité. Là. Ouais. Il faut rendre... Mais, écoute... Habile. Petit Ouais. Faut rendre habile tu ce sais- qui est habile. Tu sais qu'avec Galileo, quand les systèmes de navigation pour l'aviation avec Galileo, la précision, c'est plus ou moins 1 mètre. Hein? Ça veut dire que si on va on fait atterrir des avions avec Galileo, dans 20 ans, quand l'avion va atterrir plus qu'1 mètre en dehors de la ligne du centre, ils vont faire un cadavre, ils vont faire un rapport. Mais la même précision, parce que Galileo, pour le système GPS, il y a le système WAAS qui vient augmenter la précision du système. Le WAAS est un système civil de la FAA qui vient augmenter la précision du signal GPS militaire. Ouais. Donc, Galileo a été conçu dès le départ avec cette précision-là. Donc, il n'y a pas deux systèmes séparés. OK. Donc, mais il y a aussi d'autres systèmes. Le Japon et l'Inde ont leur propre système qui vient augmenter la précision du GPS. Donc, Ok. entre autres. Et en Europe aussi, ils ont un système qui est parallèle à ça, qui vont vraiment désactiver quand Galileo va être disponible à 100%. Les Russes utilisent toujours GLONASS. Oui, Ouais, puis c'est là ma question. Merci André. Est-ce qu'il est compatible avec GPS? les Tu disais que téléphones. Galileo est compatible, puis tout ça. Est-ce que le GLONASS, il est... Je ne crois pas, mais je Le sais but, que c'est d'être parfaitement indépendant. je sais que les téléphones, les GPS Garmin, peu importe, là, comme Ouais. je sais que le iPhone, mais les Android, c'est la même chose, sont compatibles avec les signaux GLONASS. Ok. Ah ouais? OK. All right. Cool. Ils sont Ok. cool, les Russes. Et puis, juste dernier point, la fusée qui a été lancée le mardi, c'était son premier vol du premier étage. Ouais. C'était une fusée qui était flambant neuve et elle a atterri sur le bateau. OK. Donc, ils l'ont récupéré. OK. Donc, c'est une Falcon 9 flambant neuve, c'est Ouais. ça? OK. Yeah. Fait que ça fait combien de lancements réussis, là? Ben, on était à 50 cucs l'autre jour. Là, ça se poursuit. Là, le prochain lancement, c'est un lancement pour la constellation Starlink. OK. Et c'est ça, les satellites Starlink qui auront sur ce lancement-là, ils ont une peinture et un pare-soleil pour diminuer leur éclat dans l'espace. Oui, c'est vrai. Le fameux débat de Pollution de... pollution visuelle. Ben, c'est et pas un machin. débat, c'est une écœuranterie, là. OK, fine. T'en Donc, fâches pas, Olivier. Ce qui est excellent, c'est que SpaceX répond aux critiques et s'arrange pour modifier ces trucs-là. All right. Cool. On les aime. On les aime. On les Encore? aime, SpaceX. Fan moment. Elon, adopte-nous. Ouais. Excellent. On va faire un mini tour par Renton parce qu'on va parler à un pilote de 737. Donc, André, Oui. je te le dis, là. On va parler de tes prédictions. OK. Effectivement, on a vu les vols de recertification la semaine dernière. Il y en a eu Avant trois, la hein. fin du mois de juin. Live sur Flight Radar. Je me suis planté, mais ça arrive. Regarde, c'est pas grave. Mais on s'entend qu'il était C'est Mais non, planté, derrière. André, là, on est à Solidement. quelques jours. Arrête. Là. Moi, je te André. lève mon chapeau, moi. Fais-toi pas avec ça, le 737 aussi, il s'est planté. Quel comparatif. Ouais, douteux. Et de mauvais goût. Mais c'est pas grave. J'aurais préféré que tu me parles des Canadiens que du 737 Les pour qui? me comparer.
Mais bon, donc, vol de recertification repris. La FAA avertit qu'on se calme, c'est pas fait tout ça, mais c'est des choses qu'on savait déjà. Là. Ça ira pas avant septembre, c'est sûr. Ouais. Ça veut pas dire non plus que commercialement, ça va bien reprendre. D'ailleurs, on en avait déjà parlé, mais l'Europe est en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec les passagers, s'ils vont leur donner le droit de refuser d'embarquer à bord du MAX, et probablement. On anticipe que les droits des passagers vont inclure ce genre de choses-là à l'avenir. Donc, qu'en pensent les pilotes? C'est une très bonne question. En fait... Le pilote de Max, on s'entend? Oui, absolument. Ouais, en fait, on a la chance de pouvoir parler dans quelques secondes. On va avoir la chance de poser la question à un pilote de 737 MAX. Donc, c'est pas juste un pilote de 737 tout court. Il a volé le 737 MAX. Puis l'idée, c'est d'avoir un petit peu... son état d'esprit, qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit ça. Moi, je veux lui poser la question absolument de comment ils ont pris ça, eux, là, professionnellement. On va faire, dans quelques secondes, d'ailleurs. Exactement. Parlons-lui tout de suite. Donc, comme promis, chers auditeurs, on reçoit aujourd'hui Pierre-Henri Chuet, ex-pilote de chasse pour la Marine française, entrepreneur, conférencier et maintenant pilote de 737 MAX pour une major nord-américaine. On le reçoit aujourd'hui pour parler de l'impression des pilotes de 737 sur le retour annoncé du MAX en service. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour à vous, bonjour. Tout va bien? Oh oui, moi tout va bien. Et comme vous le disiez très justement, on suit l'actualité de manière assez intense. On est pas mal sur Internet pour suivre un petit peu l'avancée de la recertification du MAX ces derniers temps. Fait que si on y va là, dans le vif du sujet, si on retournant un peu dans le temps, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'impression, le feeling, là, comment ça s'est passé quand tout ça est arrivé l'an dernier. En tant que pilote, là, comment on se sent quand on voit tout ça débouler, arriver, on voit ces crashs, là on apprend les emails qui sont sortis, et tout ça. Comment on vit ça là, quand on est derrière les commandes? Là? Ouais, alors déjà, je pense qu'il est important de préciser, c'est moi, c'est vraiment mon ressenti personnel qui forcément est impacté par ma précédente carrière. Moi, je viens de l'aviation militaire, j'ai été au combat. Donc forcément, j'ai une approche et une vision de l'aéronautique qui m'est un peu, qui m'est propre. Hein, chacun a sa propre vision, mais la mienne est particulièrement impactée par cette première carrière militaire. Et moi, en fait, ce que je vois, déjà, pour un peu remettre la cabane dans le centre, je sais pas trop si ça se dit au québécois, au milieu remettre le milieu du village, c'est que personnellement, j'ai fait pas mal d'avions, hein, que ce soit en aviation générale. Alors j'ai fait de l'avion léger, j'ai fait du DR400, du Cessna, comme tout le monde, du Beech, j'ai fait du Falcon 10, j'ai fait du Super Étendard, du Rafale, voilà, pas mal d'avions différents. J'ai jamais volé sur un avion qui n'avait pas eu d'accident. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que professionnel de l'aérien, on a conscience que les avions ont des accidents. Si je te dis qu'un A330, et mon père était sur A330, était commandant de bord sur 330, c'est un avion superbe, hein. J'adore le 330, mais l'A330 a eu des accidents, et même d'ailleurs pendant les essais. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la vision qu'un professionnel a d'un accident aérien n'est pas la même que la vision que peut avoir le grand public qui suit la presse un petit peu, les médias, toutes ces choses-là, parce qu'on sait que ça fait partie du business, parce qu'on sait que ça fait partie de toute industrie. Et la grosse différence, je pense, entre l'industrie aéronautique et la plupart des autres industries, c'est que nous, on ne cache pas et qu'on communique beaucoup dessus et qu'on va toujours chercher à ressortir grandi de cet accident. Donc nous, dès qu'il y a un accident, et encore il y en a eu un il n'y a pas très longtemps à Karachi, au Pakistan, la question que nous on se pose en tant que professionnels de suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet accident pour améliorer la sécurité de mes passagers dans le futur, pour améliorer l'industrie après cet accident. À chaque fois, nous, on est dans cette démarche-là, comprendre ce qui s'est passé pour faire évoluer les process. C'est ce qu'on fait depuis plus de 100 ans maintenant dans l'aérien. C'est ce qu'on fait de manière très intensive depuis 30 ans. Et c'est ce qui fait aussi que si tu mets la télé, tu vois des émissions comme Air Crash, tout ça, qui analysent pour le grand public le crash aérien, parce qu'on est comme une industrie, vous le savez, qui est extrêmement ouverte là-dessus. Ouais, donc nous, tout de suite, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. OK. Donc, au niveau du...
si je comprends bien, là, au niveau du ressenti, là, tu sais, la relation, on va dire, là, que les pilotes ont avec la machine, comment on perçoit ça, là, donc cette espèce de relation de confiance entre les pilotes, entre toi et les OEM. On peut parler des OEM en général, parce que là, tu as parlé vraiment assez large. Là, on a parlé d'Airbus, Boeing, tout ça, mais cette relation de confiance, même si on sait qu'il peut se passer quelque chose, rien n'est parfait, il y a quand même un petit lien. On fait confiance à l'ingénierie, on fait confiance aux gens qui ont pensé, qui ont travaillé sur cette machine-là. Cette relation-là, donc tu penses qu'elle n'est pas vraiment affectée pour les gens qui comprennent d'où ça vient? Je suis pas trop sûr de percevoir un peu. Ouais, de voir ce que je veux dire. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est à partir. Tu demandes quasiment à n'importe quel pilote quel est son avion préféré, et il va te dire que c'est l'avion sur lequel il est affecté. Alors c'est très vrai dans l'armée, c'est peut-être un peu moins dans l'armée. Ce que je veux dire, c'est que en tant que pilote, tu piloterais pas si t'as pas confiance dans ta machine. Ok. Mais on a vu des réactions de colère assez intenses de la part des associations de pilotes américains, par exemple. Peut-être que c'est motivé politiquement, disons qu'on est en négociation avec des employeurs, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, tu parlais de la transparence qui est nécessaire pour des processus d'amélioration continue. À partir du moment où ces problèmes-là ont été ignorés à l'interne chez Boeing ou même peut-être volontairement cachés, ce qui nous surprend, je pense, c'est que ça n'ait pas affecté cette relation de confiance-là, justement. Oui, c'est là que je m'en allais, oui, effectivement. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pilote, on est en bout de chaîne. Mm-hmm. Moi, à l'instant T, la relation de confiance a été détruite dans les médias. Enfin, il y a vraiment eu un breakdown de la relation de confiance, très bien. Mais est-ce qu'on me demande de voler sur Max? Non. Mm-hmm. Donc, nous, en tant qu'opérationnels, il y a un moment où tu nous confies un matériel qui a été certifié. On ne peut pas vraiment remettre en cause cette certification et cette confiance et prendre l'avion. Mm-hmm. Je peux refuser la certification, dire moi je fais pas et refuser de monter dans l'avion, ça c'est possible. Ou alors j'accepte la certification, je fais confiance aux gens, que je me dis chacun est professionnel, fait son métier, je prends l'avion, je pars en vol. Ce que je veux dire, c'est que là il y a un choix à faire et là c'est un peu le côté ancien militaire, c'est soit tu acceptes l'avion, tu signes l'avion et tu as l'intime conviction que tu peux assurer la sécurité des passagers, parce que nous, faut pas se leurrer, dans l'aérien, notre objectif, c'est quoi? C'est en 1, la sécurité des passagers, en 2, la sécurité des passagers, et en 3, après, on commence à mettre arriver à l'heure, le confort, toutes ces choses-là. Mais la sécurité, c'est primordial. Et moi, personnellement, à chaque fois, j'estime qu'il y a un contrat moral envers les passagers, mais également envers la famille des passagers. Donc nous, c'est très très important. Si tu estimes que tu ne peux pas assurer la sécurité des passagers, il est hors de question de démarrer les moteurs. Donc c'est pour ça que le 737 MAX est au sol depuis aussi longtemps. C'est que il était estimé qu'on ne pouvait pas, en gros, le certificateur pouvait pas nous apporter un avion. Donc Boeing ne pouvait pas donner au certificateur un avion et le certificateur ne pouvait pas donner aux compagnies un avion en disant vous pouvez y aller, avoir confiance. Chacun dans l'industrie de l'aérien a sa petite tâche, chacun a sa zone de responsabilité. Et ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait qu'on prend les avions et que ça se passe bien, c'est que chacun fait son travail comme il est censé le faire. À partir du moment où tu estimes que tu ne peux pas le faire ou autre, il faut refuser de partir, refuser de faire voler l'avion. Là où je veux en venir, c'est que au moment où vraiment on a vu que c'était pas possible, les avions sont restés au sol. OK. Donc, dans le maintien de la confiance envers l'avion, le système, en ce moment, on constate que la FAA, l'ISA, Transport Canada et d'autres organismes réglementaires travaillent beaucoup ensemble. Et le fait que les autres organismes réglementaires supervisent ou collaborent avec la FAA en ce moment à la recertification, c'est utile ou essentiel au maintien de la confiance à ce moment-là? Là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'au niveau des organismes de certification, cette fameuse confiance a été perdue. Réellement ou politiquement, je ne sais pas, et c'est pas dans mon domaine de compétences, mais il y a une volonté affichée par les organismes de certification de reprendre à un niveau local, et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Donc ouais. Chacun a dit, c'est quand même ma responsabilité. In fine, quand je signe un papier par équivalence, c'est quand même ma responsabilité. Donc là, chacun, vu qu'il y a eu un souci, a décidé de reprendre le contrôle. Et personnellement, je trouve ça très bien. Mais tu vois, ça sort
et au contraire, ça pousse à la confiance de la part des opérationnels, de la part des pilotes. Moi, si mon organisme national me dit, je préfère vérifier ce que font les Américains, on préfère revérifier, tant mieux, tu vois, ça va dans le bon sens de la sécurité. Donc, si tu me demandes mon avis personnel, je pense que c'était nécessaire pour répondre à cette perte de confiance qu'il y a eu. Mais la bonne chose, c'est que ça ne remet pas en cause, en tout cas pour moi personnellement, la confiance des opérationnels dans leur organisme de certification au niveau local. Ce qui est vraiment important dans l'aviation, c'est que chacun fasse son travail et le fasse de manière professionnelle. Au moment où quelqu'un ne le fait plus de manière professionnelle, là, c'est plus possible. Et après, on pourrait partir dans d'autres débats, notamment sur des licences au Pakistan ou des choses comme ça. Mais si chacun fait son travail comme il est censé le faire, chacun peut se concentrer pour donner le meilleur de soi, et là, il n'y a aucun souci. Et nous, en tant que pilote, normalement, quand on s'installe dans un avion, on décide de partir faire un vol parce qu'on est intimement persuadé qu'on peut faire le vol en toute sécurité. Et il y a quand même un point qui est intéressant parce que souvent les médias vont appuyer sur oui, mais le constructeur n'avait pas dit ça, n'avait pas dit ci. Moi, j'ai fait des avions aux commandes de vol type le Rafale extrêmement complexes. J'ai des centaines d'heures sur Rafale. Je ne saurais pas t'expliquer comment fonctionnent les commandes de vol. Et j'étais expert sur la machine auprès des industriels. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a atteint dans certains cas, et attention là je suis général, parce que les Boeing 737 c'est quand même assez simple, on a atteint dans certains cas une telle complexité que ce n'est même pas ton travail et ton devoir de pilote de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Okay. À partir de là, il faut accepter de comprendre la big picture, de comprendre ce dont toi tu as vraiment besoin, de savoir gérer les pannes, de comprendre tous ces trucs-là, de savoir où trouver l'information en cas de besoin. Mais si on devait commencer à t'expliquer comment marche le codage du FMS, enfin c'est juste pas humain de former quelqu'un en 60 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc à partir de là, c'est normal quand tu acceptes de déléguer certaines zones, certaines sphères. Moi, tu me demandes de démonter ou de faire l'entretien d'un e-coming sur un setnage, je sais pas faire. Mais je fais confiance aux mécanos. Donc, est-ce que si j'extrapole un petit peu sur ce que tu dis depuis le début de notre discussion, à partir du moment où les autorités réglementaires vont considérer que l'avion est sécuritaire à voler, tu vas être très à l'aise de te réasseoir derrière les commandes et de partir avec des passagers? Alors, je mets un tout petit bémol. À partir du moment où les autorités vont le certifier, très bien. Derrière, ils vont nous présenter voilà ce qu'était la situation avant accident, voilà quels ont été les problèmes identifiés, voilà les solutions, voilà les résultats des tests, voilà les modifications apportées à la procédure, voilà les modifications apportées à votre entraînement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Faites votre entraînement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Est-ce que vous avez le sentiment en tant qu'opérationnel que vous pouvez assurer la mission? Oui. Bon, on y va. Ok. Sinon, il n'y aurait plus aucun avion qui vole, en fait. Très honnêtement, je veux dire, des 320 se sont plantés, des 330 se sont plantés, des Rafales se sont plantés, des super étendards se sont plantés. Et je choquais personne en disant ça, mais je veux dire, ça fait partie de l'aéronautique. Et on s'améliore, on apprend. C'est comme ça qu'on s'améliore depuis des siècles. On veut surtout pas que ça arrive, on veut tout faire pour l'éviter. Mais c'est pas parce que ça arrive qu'il faut tout arrêter, se dire on va repartir d'une page blanche. On a tous conscience qu'il y a eu des problèmes sur le 37. Si le briefing qui nous est fait, la présentation, l'information qui est fait au pilote sur le 37 et qu'on n'a pas encore fait, donc je peux pas en parler, nous satisfait et que on est intimement persuadé de par notre expérience, de par la formation de partout, qu'on peut assurer la sécurité des passagers, il y a pas de raison qu'on le fasse pas. Et accessoirement, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, ça va être un des avions le plus scruté d'un point de vue certification de l'histoire de l'aviation. Donc j'ai envie de dire, si lui arrive à passer des certifications, c'est que au jour de la certification, ça pouvait pas être plus difficile à passer. C'est un petit peu le concept du dernier de la classe. Tout le monde est dessus, quoi. Tout le monde est sur son dos et tout le monde regarde ce qu'il fait. Alors que pendant ce temps-là, le numéro 2 de la classe, tranquillement, il peut tricher, personne ne le voit. Je dis pas qu'il y a de la tricherie, mais j'essaie de donc s'il y a quelque chose, ça va être le plus sécuritaire. Oui, effectivement. En fait, une fois que t'as et qui même pour se couvrir vont dire moi j'en rajoute une couche et moi j'en rajoute, et au final tu te retrouves avec un avion ultra scruté. Donc il y a qu'à regarder une photo du 737-200 et du Max à côté. L'avion a énormément évolué, mais les voitures ont énormément évolué aussi. Enfin voilà, tout a évolué à partir du moment où il est calculé que ça passe.
il est calculé que ça marche et que c'est en toute sécurité. C'est pas nous en bout de chaîne qui allons commencer à tout remettre en cause. Par contre, hein, si on a le moindre doute, moi le jour où j'ai le moindre doute avec un avion, comptez sur moi pour pas partir en vol. Mais ça c'est vrai avec n'importe quel type d'avion. Si j'estime que je ne peux pas assurer l'entière sécurité de mes passagers, on va rester au sol et je me ferai un plaisir de commander des pizzas pour tout le monde. Mais c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité des opérationnels, des compagnies, et c'est très présent dans la tête de tous les pilotes et de chaque personnel de l'industrie. Mécaniciens, personnel au sol, contrôleurs aériens, on a tous des cases sécurité allumées depuis plus de 30 ans grâce aux formations récurrentes qu'on a et qui s'assurent que justement on soit bien câblé. OK. Donc, si on regarde juste un dernier petit tour là, au niveau des... donc, l'avion a volé cette semaine. Au niveau des correctifs qui sont demandés de la plupart des agences, si tu as suivi un petit peu le débat, même sans être forcément ingénieur ou technicien, là, mais qu'est-ce que tu en penses là, de ce qui a été demandé par les différentes agences? Là, parce qu'on sait les demandes sont pas pareilles tant côté FAA, mettons que EASA, les Européens sont très critiques et très agressifs. Là. Vite, est-ce que tu as une idée, tu as une opinion là-dessus, là, sur ce qui a été demandé? Oui, moi je pense que c'est normal d'avoir l'Europe qui surenchérit un petit peu. Et vu que c'est dans le sens de la sécurité, j'ai absolument rien contre. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est c'est ça, moi, si je devais mettre, les gens vont croire que je suis payé par Boeing, c'est pas du tout le cas. Si je devais mettre un bémol ou quelque chose ou attirer l'attention sur un point particulier, déjà, il y a l'énormité du problème à la base, ça on est tous d'accord, ça faut le reconnaître. Après, derrière, je pense le point qui est très très important, là c'est un peu plus général. Ce qui m'embête un peu, tu vois, dans cette histoire au final, c'est de voir que certains accidents d'Airbus n'ont pas vraiment profité à Boeing. OK. Mm-hmm. Et donc, quand tu vois Airbus est plutôt européen, du coup, on parle de son d'incidence, tout ça, comme voilà, il y a quand même une histoire autour de ça, dans d'autres accidents aériens. Je ne suis pas étonné que, justement, l'Europe, qui a peut-être plus vécu des soucis autour des sondes d'incidence, autour de ce genre de capteurs, tout ça, en rajoute un petit peu par rapport à ça. Donc je suis pas étonné, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et encore une fois, moi mon objectif c'est qu'on ait les avions les plus sûrs possibles. Et c'est indispensable à la reprise de l'industrie, à la sécurité de tout le monde. Et si on n'a pas les avions qui marchent bien, faut pas voler, ça c'est sûr. OK, non, c'est sûr, c'est certain. De toute façon, il fallait s'y attendre. C'était quelque chose qu'on voyait venir. Certains y voient une vengeance. Moi, j'ai plutôt tendance à aborder dans ton sens où on a, je pense, certaines autorités ont tiré profit de malheureux accidents, et on travaille là-dessus. On essaye de ces expériences-là, d'essayer de pousser plus loin. Voilà, exactement. C'est exactement le fait de revenir à la charge sur certains côtés te permet de tirer un peu l'autre côté de l'Atlantique par le haut sur certains points d'intention et de manière à augmenter la sécurité globale. Il y a quand même pas beaucoup de fabricants. L'objectif quand même des autorités certificateurs, c'est de tirer le niveau global de sécurité de tout le monde vers le haut. Et là, clairement, c'est un cas où tu peux faire une démarche pour augmenter le niveau de standard. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Okay. On est quand même avec un standard qui est extrêmement haut. On est une industrie qui est quand même très sûre, malgré ce que certains gens peuvent croire, mais comparez ça au milieu médical, et je vous laisse regarder les chiffres en ligne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'occasion de rehausser le standard, de repartir sur une nouvelle impulsion en disant plus jamais ça, et maintenant on part sur ce standard complètement. OK, d'accord. Après, et ça, je pense que c'est quand même important de le dire. Tu vois, je pense que c'est quand même important de le dire. L'avion va être certifié. Personne ne peut te dire qu'il y aura jamais d'accident en 737 MAX. Ouais. Non, bien sûr, on est d'accord. Ça, c'est sûr que... Ouais, oui, mais c'est, tu vois... Le risque zéro, ça n'existe pas en aéro. Il faut le dire. Tout comme moi, je conduis une Peugeot en ce moment, il y a ça m'empêche pas de prendre ma Peugeot. Et je peux prendre une Lamborghini, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il faut être honnête vis-à-vis des choses. Le risque zéro n'existe pas. Le risque 10 puissance moins 6 moins 8 existe, et c'est ce qu'on a dans l'industrie. Hein. T'as quand même un nombre de chances, c'est une chance sur 1 million par passager. Enfin, c'est un truc vraiment très très infime. De pas se mentir.
Mais quand les terroristes sont les mêmes dans un Airbus, les terroristes sont les mêmes dans un ATR. Il y a un moment, voilà, il faut dire les choses, il faut arrêter d'essayer de se mentir constamment. Donc, il y a des risques dans tout. L'ascenseur, t'as des risques aussi. Hein. Non, tout à fait. Et la trottinette au milieu de Paris, pour ceux qui viennent en tourisme à Paris, c'est encore pire. Ne faites pas de la trottinette au milieu de Paris, s'il vous plaît. Excellent, c'est noté, Pierre-Henri. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ose espérer que si jamais on a d'autres questions, on pourra se reparler dans le futur. Eh ben, avec plaisir. Donc, t'as vu, moi, mon truc, c'est d'essayer de surtout quitter cette vision souvent qu'on a trop micro et d'essayer de prendre une vision un peu plus large, comprendre un peu les objectifs de manière un peu plus large. Et là, c'est typiquement ce qu'essaye de faire l'industrie. Donc, c'est une bonne chose et c'est quand même assez exceptionnel de voir t'arrêter aussi longtemps. Donc, c'est quand même, je pense, un point plus que positif qui montre l'envie de l'industrie de se remettre en cause. Parfait. J'ai cru comprendre aussi que tu étais très occupé. Tu avais pas mal de choses en branle, là, si tu veux nous en glisser un mot vite. Ouais, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle ATChuet, A-T-E, puis Chuet, C-H-U-E-T, où je poste le contenu à la fois en français et en anglais, que j'ai créé pendant la période du Covid-19, et qui me permet de partager autour de l'aérien, que ce soit étudier des films, étudier des faits aériens, mais parler de simulateurs de vol, des choses comme ça, ou sinon adapter les méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Moi, je suis best-selling auteur dedans. J'ai un livre qui s'appelle Débrief, et maintenant j'interviens principalement en conférence en France ou en Amérique du Nord, en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, si vous tapez ATChuet sur Internet ou sur YouTube, vous devriez voir des vidéos ou des sites web en rapport avec ce que je fais si ça vous intéresse. Excellent. De toute façon, on mettra les liens vers tes différents points de contact dans les notes de l'épisode avec plaisir. Eh ben, avec plaisir et à bientôt au Canada, j'espère. Si vous voulez bien, je vais pouvoir revenir. Ouais. Merci beaucoup, Athé. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était notre épisode pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Ouais. Merci tout le monde. Ça fut très intéressant. Oui, ça fut très appétissant. C'était très appétissant pour les gens qui ne le savent pas. On a mangé pendant une pause de l'épisode et ça fut très appétissant. Merci Greg pour la bouffe. Merci d'avoir vendu la mèche. Ouais. Là-dessus, c'était Claudia Ouellet, André Allard, Olivier Lacombe, Grégory Blanc. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, A-E-R-O-P-O-D, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.